Les antibiotiques, c'est pas automatique. Nous avons tous déjà entendu ce slogan. Mais en lien avec ce message de santé publique humoristique, se cache un autre enjeu, moins connu mais pourtant essentiel, celui du poids carbone des médicaments et avec lui, de notre souveraineté énergétique. Dans le dernier épisode du podcast Time to Shift, qui éclaire les enjeux de décarbonation de l'économie française, nous avons pu clarifier le sujet de la décarbonation des dispositifs médicaux. Reste un sujet crucial donc, celui des médicaments. Pour tout comprendre sur ce point, sans pour autant aller chercher d'aspirine, nous recevons Mathis Egnel, ingénieur projet et coordonnateur du programme santé au Shift Project. Bonjour Mathis. Bonjour. Alors dans l'épisode précédent, on a pu voir à quel point le lien entre santé et climat est très étroit. Et on a appris que les dispositifs médicaux pesaient autant dans l'empreinte carbone de la France que le secteur agroalimentaire. Qu'en est-il des médicaments ? Tout comme les dispositifs médicaux, la production des médicaments pour ensuite qu'ils soient consommés en France représente une très large partie des émissions du système de santé. Pour remettre un peu de perspective, ça représente même le principal poste d'émission du système de santé, avec 9 millions de tonnes de CO2 émis annuellement pour cette production. Alors ici, on va compter l'ensemble des émissions qui sont induites par cette production, de l'extraction de la matière première jusqu'à la fin de vie des emballages, par exemple. Et ces émissions, elles sont équivalentes aux émissions de la production de 2 millions de voitures, par exemple. Ou si on ramène ça à l'échelle d'un Français, c'est équivalent à peu près à 140 kg de CO2 par Français par an, ce qui est associé à peu près 50 boîtes de médicaments consommés par Français. Alors ce 50 boîtes, il peut paraître élevé. Je pense qu'on est nombreux ou nombreuses à écouter ce podcast et à ne pas forcément consommer autant de médicaments. Mais il faut se rappeler qu'on va avoir des périodes de notre vie où des personnes plus vulnérables qui vont consommer de grandes quantités de produits de santé. Et donc, derrière, c'est des émissions de gaz à effet de serre qui sont induites. Alors maintenant, l'idée derrière ce chiffre-là et ces émissions, c'est pas tant juste de pointer un mauvais élève, mais c'est de pointer une vulnérabilité, puisque forcément, ces émissions de gaz à effet de serre, derrière, traduisent une très forte dépendance de la chaîne de production des médicaments aux énergies fossiles, et ce, à toutes les étapes de la chaîne de valeur. Alors, juste pour donner un exemple, ces énergies fossiles, elles sont absolument partout. Elles vont être dans les consommations d'énergie, dans les transports. Ça, c'est plus naturel pour nous de concevoir cela. Mais le pétrole, il est aussi dans la matière première même des médicaments, puisqu'il faut par exemple 1,3 kg de pétrole en matière première pour produire 1 kg de paracétamol, un médicament relativement emblématique pour les Français. Ouais, donc c'est un exemple assez parlant. Effectivement, nous avons, la plupart d'entre nous, déjà consommé un jour ou l'autre du paracétamol. Pour autant, les étapes qui ont permis d'aboutir à ce petit comprimé sont rarement connues. Est-ce qu'on peut entrer un peu dans le détail de comment on fabrique des médicaments ? Bien sûr, effectivement, elles sont rarement connues et c'est pour une raison assez simple, c'est qu'elles sont très complexes et qu'on a derrière des termes de production, des étapes qui sont masquées. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'un médicament est produit à tel endroit sans comprendre quelle étape se cache réellement derrière cette production, et est-ce que produire en France un médicament veut dire réaliser toutes les étapes de la chaîne de valeur à ce même endroit. Alors si on reprend depuis le début, pour produire un médicament, il va falloir à un moment du principe actif et des excipients. Le principe actif, c'est la substance active qui va nous soigner, et les excipients, c'est ce qui va finalement entourer cette substance active pour permettre de consommer ou en tout cas d'incorporer ce médicament. Donc il faut les produire. On a des étapes de production de principes actifs, des étapes de production des excipients et des étapes de production des emballages, que ce soit les emballages primaires, secondaires ou même les notices qu'on a dans nos boîtes de médicaments. Après ces étapes de production, on va avoir des étapes de formulation et de conditionnement. Ça revient finalement à assembler l'ensemble de ces briques entre elles pour les former en médicaments et ensuite les conditionner dans une boîte qui va être disponible et ensuite distribuée. Une fois qu'ils sont formulés et conditionnés, ils vont être stockés à différentes étapes, puis acheminés jusqu'à leur lieu de vente ou de consommation. Donc ça peut être à la pharmacie de ville, à laquelle on se déplace assez régulièrement, mais aussi à l'hôpital. Les hôpitaux sont aussi équipés de pharmacies. Enfin, on va avoir d'autres étapes. On va aussi avoir des étapes de logistique. Il faut bien transporter ces matières premières, finies, semi-finies, ou même les boîtes de médicaments. Et donc, il y a aussi ces étapes de logistique. Maintenant, les médicaments, c'est pas que de la production. C'est pas que des étapes d'assemblage, c'est pas que des usines. Derrière, il y a aussi des activités industrielles pharmaceutiques et de la recherche et du développement. Nous, on inclut aussi dans notre périmètre l'ensemble des activités sièges et terrain des entreprises pharma. Donc, ça va être les activités réglementaires, les activités de distribution, de marketing, par exemple. Et on va aussi avoir les activités de recherche et développement avec, par exemple, les essais cliniques qui, forcément, induisent derrière des émissions de gaz à effet de serre.
Alors justement, dans toutes ces étapes qui sont nombreuses et complexes, lesquelles représentent le plus gros impact climatique ? Quand on pose cette question à l'ensemble des acteurs du médicament, que ce soit du côté des industriels, des autorités de santé ou aussi des professionnels de santé, intuitivement, la réponse qu'on va vouloir apporter à cette question, c'est de dire le gros des émissions, c'est les emballages. C'est les emballages primaires et secondaires. Et c'est normal d'avoir cette intuition puisque finalement, c'est la face visible des émissions. Face visible déjà en masse, on produit environ 120 000 tonnes d'emballages pour ces médicaments qui sont consommés en France, alors qu'on produit par exemple que 30 000 tonnes de principes actifs. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur de masse. 4 en emballage par rapport au médicament en lui-même. Exactement, donc c'est pas du tout les mêmes masses. Et pourtant, ce raisonnement, il est contre-intuitif. Ce n'est pas du tout les emballages qui représentent la principale source des émissions. Les emballages, eux, pour leur production et leur fin de vie, c'est environ 10% des émissions de la production des médicaments. Non, le gros des émissions, ça va provenir justement des principes actifs, avec un quart des émissions qui vont être liées à la production de ce principe actif. Et derrière, on va aussi avoir les activités siège et terrain, par exemple, avec tous les déplacements qui sont nécessaires des collaborateurs des entreprises pharmaceutiques, mais aussi les activités de recherche et développement. Et si je reviens juste sur les principes actifs, il y a vraiment ce côté peu intuitif, donc de faible masse et pourtant grosse émission de gaz à effet de serre. Et ça, en fait, ça se traduit juste le fait que cette étape de production est extrêmement dépendante des énergies fossiles. Et pour donner un ordre de grandeur, il faut à peu près 65 kg de CO2 par kilogramme de principe actif produit. C'est presque 100 fois supérieur à l'intensité carbone du ciment, qui est déjà une industrie qu'on associe à d'importantes émissions de gaz à effet de serre. D'accord, donc pour même quantité de médicaments, de principes actifs de médicaments, on peut avoir un poids carbone nettement plus important que les secteurs qu'on a d'ores et déjà, nous, dans notre imaginaire, comme particulièrement impactants. Mais si on va justement un peu plus dans la finesse, entre un antibiotique et un vaccin ou du paracétamol, est-ce qu'on est au même niveau ? Est-ce que là aussi, on est sur des ordres de grandeur très différents ? Alors, c'est vrai que depuis tout à l'heure, je donne des chiffres pour l'ensemble de l'industrie pharmaceutique et c'est important pour nous, aux chiffres, de faire ce type d'études pour avoir finalement une vue d'ensemble sur cette industrie. Maintenant, effectivement, il y a de fortes hétérogénéités entre les différents médicaments. Quand je dis qu'un quart des émissions, c'est les principes actifs, à l'échelle d'un médicament, dans certains cas, le gros des émissions, ça va plutôt être les emballages. Ou ça peut être aussi leur utilisation, ça peut être leur transport. Et ça va être très variable d'un médicament à l'autre. On peut avoir en tête tout de même quelques ordres de grandeur. Cette variabilité, elle s'exprime aussi par type de médicament. On a différents types de médicaments qui sont disponibles sur le marché, notamment des médicaments biologiques qui sont issus du vivant ou des médicaments chimiques. Par exemple, le paracétamol est un médicament chimique. Pour produire 1 kg de paracétamol, on émet environ 20 kg de CO2. Si je prends un autre exemple avec celui des anticorps monoclonaux, qui sont des médicaments de plus en plus consommés en France, les émissions, en tout cas l'intensité carbone, est largement supérieure d'un facteur 1000. On n'est plus à 20 kg de CO2 par kilogramme de principe actif produit, mais on est plutôt à 20 000 kg, 20 tonnes de CO2 par kilogramme de principe actif produit. Alors bien sûr, derrière, ce n'est pas les mêmes volumes qu'on consomme, mais ce que ces chiffres traduisent, c'est une forte hétérogénéité entre médicaments, et donc forcément des conclusions qui peuvent être différentes sur est-ce que je privilégie la décarbonation de la production, des emballages, ou plutôt de la production des principes actifs, si je reprends ces deux exemples. Anticorps monoclonaux, c'est pour les vaccins. Par exemple. On est bien d'accord. Donc l'utilisation n'est pas non plus la même. Donc tu disais que la phase d'utilisation des médicaments représente presque 10% des émissions. Mais concrètement, à quoi correspond cette phase d'utilisation ? C'est pas seulement le fait d'avaler un comprimé d'aspirine ou de paracétamol. Ça correspond à quoi ? Effectivement, la notion d'utilisation pour un médicament est moins intuitive, en tout cas pour les associer à des émissions de gaz à effet de serre. Vous avez eu un podcast précédent avec un de mes collègues sur les dispositifs médicaux, où pour les dispositifs médicaux, on comprend bien mieux d'où proviennent les émissions liées à l'utilisation. Faire fonctionner un IRM, ça nécessite une consommation énergétique à l'usage, et donc des émissions de gaz à effet de serre. Pour les médicaments, a priori, c'est moins intuitif. Pourtant, on va avoir certains médicaments qui vont être consommés et qui, dans leur phase de consommation, vont être associés à d'importantes émissions de gaz à effet de serre. Et c'est notamment le cas des gaz médicaux. Ça rejoint un point que j'ai évoqué précédemment sur le fait que le profil d'émission varie d'un médicament à l'autre. Et pour les gaz médicaux, le gros des émissions, ça va pas du tout être la production du gaz en lui-même, même si ça représente tout de même des émissions, mais ça va être surtout son usage. Je vais donner quelques exemples. Dans les gaz médicaux, on retrouve notamment les inhalateurs. Les inhalateurs, par exemple avec la ventoline, qui sont des médicaments qui vont reposer sur des gaz propulseurs qui vont permettre d'envoyer le principe actif dans nos poumons, si je schématise. Et en fait, ces gaz propulseurs sont de puissants gaz à effet de serre.
ils ont ce qu'on appelle un pouvoir réchauffant global qui peut être de l'ordre de entre 1000 et 3000. Ce que ça veut dire, c'est que pour une molécule de ce gaz émis, c'est comme si on en avait émis 3000 molécules de CO2 en termes de contribution au dérèglement climatique. Alors ça, c'était pour la partie dans la ville, pour tout ce qui va être inhalateur. À l'hôpital, on peut retrouver d'autres exemples, peut-être qui peuvent vous être plus familiers, comme celui du protoxyde d'azote qui est utilisé notamment en chirurgie ou en anesthésie. Et le protoxyde d'azote, c'est la même chose. Ça va être un gaz qu'on va inhaler et qui va avoir un effet sur notre corps, mais que derrière, on va relâcher dans l'atmosphère et qui vont à son tour contribuer aux émissions de gaz à effet de serre. Alors là même que, si on reprend le cas de la ventoline, le changement climatique fait partie des facteurs qui contribuent à augmenter les phénomènes d'asthme et d'allergie. Donc on voit bien que la boucle est complexe. Pour revenir sur l'étape de fabrication, un des points très importants du poids carbone, c'est forcément les sites de production, les usines et leur localisation. Concrètement, ils viennent d'où nos médicaments ? La chaîne de valeur des médicaments, comme j'ai expliqué tout à l'heure, est complexe. Et donc, on n'a pas forcément toutes les étapes de la production qui vont avoir lieu proche de chez nous en France. Si on regarde, par exemple, pour la production des principes actifs, c'est de l'ordre de 60 à 80% des volumes de principes actifs qui vont être produits en Inde et en Chine, et donc dans des pays où le mix énergétique est très carboné. Pour la partie des excipients, on a à peu près les mêmes résultats, même si la production des excipients a lieu aussi en Europe en grande quantité, donc ce qui peut être aussi intéressant. Alors maintenant, donc cette production, elle est mondialisée. La chaîne de valeur est très complexe et forcément, on va avoir des étapes un peu partout au niveau du globe. Et cette mondialisation, elle va induire d'importantes émissions de gaz à effet de serre, puisque, je l'ai évoqué précédemment, la production consomme d'importantes quantités d'énergie. Et forcément, donc, les émissions vont dépendre du mix énergétique. Si je produis cette énergie à base de charbon ou à base de nucléaire ou de renouvelable, les émissions qui vont être induites ne vont pas être les mêmes. Donc, si on produit une large partie en Inde ou en Chine, on sera forcément tributaire du mix énergétique de ces pays et donc des émissions induites. Et ça questionne aussi forcément notre souveraineté. Tout à fait. Produire plus loin nos médicaments, ça veut dire aussi être plus vulnérable à des dysfonctionnements des chaînes d'approvisionnement. Produire plus loin, c'est dépendre, par exemple, de détroits de circulation, comme le détroit d'Ormuz. Et c'est avoir des chaînes logistiques qui sont plus éclatées et plus distantes. Donc, ça fait peser aussi des incertitudes, en tout cas, sur notre souveraineté sanitaire. Avec également les enjeux économiques liés à l'augmentation des prix des énergies fossiles. Donc, si je comprends bien, relocaliser la production de certains principes actifs ou certains médicaments en Europe ou en France, ça aurait du sens à tous les niveaux. Ce qu'on démontre, nous, en tout cas, ce qu'on essaye de pousser dans notre rapport, c'est que relocaliser, c'est associé à des co-bénéfices. C'est associé à des co-bénéfices sanitaires, puisque ça permet de rapprocher les chaînes logistiques, mais c'est aussi associé à des baisses d'émissions de gaz à effet de serre. Dans nos estimations, on a fait une étude de cas un peu théorique, où on modélisait le cas où un médicament serait intégralement produit en France, intégralement produit en Europe ou intégralement produit en Chine. Quand je dis intégralement, c'est toutes les étapes de la chaîne de valeur que j'évoquais précédemment. Et dans ce cas-là, ce qu'on observe, c'est que dans le cas où on produit un médicament intégralement en Chine, les émissions sont de l'ordre de 2 fois supérieures aux émissions si on produisait intégralement ce médicament en France. Donc on voit ici l'écart qui peut être associé. Et à quoi est dû cet écart ? C'est majoritairement lié à la différence d'intensité carbone de l'énergie. En Chine, je l'ai déjà dit, mais l'électricité est majoritairement produite à base de charbon et c'est également le cas de la vapeur industrielle qui dépend très fortement du charbon. En France, pour le coup, cette vapeur, elle va aussi être produite à base de gaz ou d'électricité directement, et l'électricité est relativement décarbonée. Et donc, relocaliser, c'est baisser cette intensité carbone de production, mais c'est également rapprocher la chaîne logistique, et donc avoir moins de distance à parcourir pour acheminer les médicaments, et donc moins d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, la relocalisation est une des pistes pour décarboner l'industrie du médicament. Quelles sont les autres marges possibles pour cette industrie et pour ce secteur ? Alors bien sûr, ça peut pas se faire du jour au lendemain, et peut-être que c'est un point essentiel que j'aurais dû rappeler. La décarbonation de l'industrie, même si quand on lit des rapports du chiffre, ça peut paraître assez simple puisque les leviers sont identifiés, ça reste une activité complexe qui doit être pensée de manière systémique. On ne peut pas prendre un levier pris isolément. En fait, c'est un ensemble de leviers qu'il faut activer en cohérence avec les besoins sanitaires et les normes sanitaires qui y sont associées, afin de s'assurer justement de la garantie de la sécurité associée aux médicaments. Les marges, elles sont très nombreuses et forcément, elles dépendent des étapes de production. À chaque étape de production, on peut faire quelque chose. Comme les émissions dépendent majoritairement de la production, le gros de la décarbonation va venir
d'efficacité énergétique ou de l'électrification des procédés. Alors, c'est des termes techniques, mais concrètement, ça vise à consommer moins d'énergie par médicament produit et émettre moins de gaz à effet de serre à la production de cette énergie. Maintenant, on a d'autres exemples qui sont très spécifiques à cette industrie. Par exemple, le recyclage des solvants qui sont utilisés dans la chimie, c'est aussi un levier majeur de décarbonation qui est d'ailleurs bien compris par le secteur puisqu'il est de plus en plus mis en place. Entre un solvant vierge et un solvant recyclé, on va avoir presque un facteur 10 d'émissions de gaz à effet de serre, donc le potentiel est immense. Maintenant, ça c'était pour les étapes de production. Encore une fois, il y a des leviers qui peuvent être mis en place à chaque étape. Si je prends un second exemple qui concerne la logistique dont on a peu parlé, ce qu'on observe, c'est que les émissions sont surtout liées aux émissions des transports aériens des médicaments. Et pourtant, le volume de médicaments qui sont transportés par des avions est très faible. Si je donne des chiffres là-dessus, ce qu'on constate, c'est que 9% des distances de la logistique sont réalisées en avion, et derrière, ces 9% deviennent 60% des émissions de gaz à effet de serre. Donc on voit ici le vase communicant entre volume et intensité carbone. Et donc un levier forcément qui émerge de ce constat, c'est favoriser une logistique qui repose sur le fret maritime par exemple, ou rapprocher les chaînes de valeur. Ça représente un levier de décarbonation qui peut être intéressant. Oui, parce qu'il y a certains principes actifs qui ont des durées de vie ou des conditions de stockage ou de transport très spécifiques. Si on a des longues distances à faire, c'est en avion, sinon le principe actif ne fonctionne plus. Et là, rapprocher et relocaliser prend aussi tout son sens. Alors justement, le secteur de l'industrie du médicament, et notamment les plus grands groupes, se sont sans doute déjà intéressés au sujet. Est-ce qu'ils ont des ambitions et comment est-ce qu'on peut faire pour inciter l'ensemble du secteur du médicament à décarboner? L'industrie a effectivement perçu l'enjeu de décarbonation. En témoigne finalement l'ensemble des feuilles de route qui sont publiées par les différents laboratoires avec de nombreuses mesures qui mettent en évidence sur comment baisser ces émissions de gaz à effet de serre. Maintenant, nous, ce qu'on veut vérifier aux chiffres, c'est que ces mesures sont effectivement appliquées et qu'une suite s'est donnée à ces rapports, bien entendu. On en veut aussi comme témoin le fait qu'il y a eu un comité stratégique de filière, donc une organisation de la filière pharmaceutique, pour se donner des objectifs nationaux de décarbonation à respecter à 2030, 2035 et plus tard. Maintenant, bien entendu, il y a aussi des moyens d'inciter cette décarbonation et d'inciter les industriels, non pas pour les contraindre, mais aussi pour rendre favorable, ou en tout cas pour rendre propice cette décarbonation et pour qu'elle soit souhaitable. Et pour ça, on identifie quelques leviers dans les rapports du Shift. Et les principaux leviers qu'on observe, ça va concerner la demande de médicaments. Avoir une demande pour des médicaments qui sont moins carbonés, qui sont produits plus proches localement, qui ont mis en place, enfin pour des industries qui ont mis en place des leviers de décarbonation, peut être un moyen justement d'inciter ces productions décarbonées. Donc ça passe par la mise en place de critères environnementaux dans les centrales d'achat, par exemple, des établissements hospitaliers, avec un poids de consommation important et donc potentiellement un pouvoir de levier important. Mais ça passe aussi par la mise à disposition des professionnels de santé et notamment des prescripteurs, des informations concernant l'empreinte carbone des différents produits pour qu'eux-mêmes puissent référencer ou prescrire les médicaments les moins carbonés lorsqu'il y a des alternatives qui existent aux bénéfices thérapeutiques équivalents. Oui, à bénéfices thérapeutiques équivalents, c'est toujours indispensable de le rappeler. On entend aussi régulièrement parler au gré des foyers épidémiques de l'OMS. Est-ce que du côté de cette organisation mondiale, l'enjeu de la décarbonation est identifié et fait l'objet de recommandations, d'orientations ? Du côté de l'OMS, l'enjeu de décarbonation est effectivement identifié. Au Shift, on est d'ailleurs sollicité pour travailler sur ces sujets-là. Et en fait, il est identifié comme un risque à deux niveaux. On l'a vu dans le dernier podcast qu'a réalisé mon collègue Baptiste Verneuil sur les dispositifs médicaux. Il y a un lien très étroit entre la santé et l'évolution du climat. Et donc, à ce titre, ce risque est perçu. C'est-à-dire, limiter la dégradation du climat, c'est aussi limiter l'émergence de maladies infectieuses, limiter la propagation de virus, par exemple, et donc faire sa part, finalement, dans la baisse des conséquences sanitaires du réchauffement climatique. Ça, c'est le premier aspect. Décarboner, c'est aussi limiter sa dépendance aux énergies fossiles et donc avoir des systèmes de santé qui potentiellement peuvent être plus résilients. C'est notamment le cas de systèmes de santé en Europe. Mais un autre enjeu qui est perçu énormément par l'OMS notamment, ça va être aussi tous les enjeux de stabilité de médicaments dans un climat qui se dérègle et qui se réchauffe. Et là, de nombreuses études sont menées pour savoir si, en fait, les stabilités qui ont été observées jusqu'à présent pour certains produits de santé sont toujours valables dans un climat plus chaud, plus humide, avec des périodes estivales plus longues, etc. Et donc, c'est à ce titre aussi que cet enjeu est perçu par des instances comme l'OMS. On a beaucoup parlé depuis le début de cet épisode des étapes amont, également des étapes
utilisation. Quand on pense aux médicaments, il y a aussi toute cette partie de leur cycle de vie où ils sont arrivés dans nos placards et ils y restent sans être utilisés ou en ayant uniquement consommé quelques comprimés. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des leviers, des choses à faire de ce côté-là ? Ta question, elle met le doigt sur un point essentiel. C'est chaque fois qu'on regarde comment on veut décarboner une activité, on peut le faire de deux manières. C'est ou en se concentrant sur l'intensité carbone de cette activité, ou sur le volume de cette activité. Alors pour prendre un exemple, pour éviter d'avoir trop de termes barbares, si je veux décarboner mes transports, ou je parcours moins de distance, donc je baisse le volume, ou j'utilise des véhicules avec une intensité carbone, donc des émissions par kilomètre qui sont plus faibles, donc je baisse mon intensité carbone. Et en fait, il en est de même pour le soin. C'est où je vais décarboner mon soin, c'est-à-dire que par unité de soins produite, j'émets moins de gaz à effet de serre, et donc ça passe par la décarbonation de l'industrie notamment. Et le choix de médicaments moins impactants que d'autres, comme tu l'évoquais à l'instant. Exactement. Ou je joue sur le volume. Et ce volume, c'est la quantité de soins que je développe par patient ou la quantité de patients que j'ai à prendre en charge. Alors bien entendu, ce que cache ce raisonnement n'est pas de dire arrêtons de soigner. Arrêtons d'aller voir le médecin, il n'y a plus de problème. Voilà, c'est pas du tout ce que le shift préconise, bien au contraire. Mais c'est plutôt de voir s'il n'y a pas des marges de manœuvre de ce côté-là. Et le shift que vous donniez, en tout cas l'exemple que vous donniez avec nos armoires à pharmacie, qui sont très souvent remplis de médicaments non utilisés, qui ont été produits sans même finalement avoir le bénéfice thérapeutique complet qu'on pouvait tirer de ces médicaments, c'est un très bon exemple de surproduction de ces produits de santé. Et donc, ça illustre un levier potentiel de baisse d'émissions de gaz à effet de serre. Parce que pour donner quelques chiffres, chaque année, c'est à peu près 10 000 tonnes de médicaments qui sont récoltés en ville par un organisme qui s'appelle Cyclamed, donc 10 000 tonnes de médicaments qui sont produits mais qui ne sont pas consommés. Ça, c'est pour la ville. Mais pour l'hôpital, une étude très récente a montré que, ça a porté sur 210 établissements et sur une semaine, et le gaspillage médicamenteux était estimé à peu près à 700 000 € juste sur cet échantillon et sur cette semaine. Donc on voit aussi qu'il y a un gisement assez important de médicaments gaspillés à l'hôpital. Ça veut dire que du côté patient, une des actions, ça peut être que lorsque le médecin prescrit du paracétamol, on commence par vérifier s'il nous en reste non périmé dans le placard avant de retourner en officine. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire en tant que patient, ou peut-être du côté des professionnels ? Alors, il y a deux acteurs que tu viens de mentionner, qui sont les patients et les professionnels de santé, et forcément, le périmètre d'action n'est pas le même. Du côté des professionnels de santé, en fait, c'est au niveau de la pratique médicale que les principaux leviers se situent. Essayer de privilégier, comme je l'évoquais, une prescription de médicaments la moins carbonée, lorsque l'information existe, c'est déjà une action que peuvent mettre en place les professionnels de santé. Mais c'est pas qu'au niveau des produits de santé qu'on a des actions. On peut aussi parler de l'activité elle-même. Une activité de soignant, ça nécessite des transports, ça nécessite de l'alimentation, ça nécessite des bâtiments. Et donc, on peut réfléchir aussi à ces modes de transport pour des visites à domicile, à optimiser les distances qui sont parcourues pour ces visites lorsque c'est possible, etc. Donc, les leviers sont aussi nombreux pour les professionnels de santé. Et côté patient, finalement, c'est en amont que le gros de la décarbonation puisse se jouer. C'est en mettant en place des mesures de promotion de la santé, alors qui ne s'organisent pas forcément qu'à l'échelle individuelle, bien au contraire, c'est plutôt au niveau de l'organisation collective que ça se fait. Mais c'est lorsque c'est possible, avoir par exemple une alimentation qui est saine pour la santé, avoir une mobilité active pour lutter contre la sédentarité qui est associée à de nombreux impacts sur la santé. Voilà, c'est vraiment prendre en main sa santé au-delà du système de soins, mais également dans sa vie de tous les jours. Et bien sûr, je répète, ça se joue pas qu'au niveau individuel, mais aussi largement collectif. Oui, c'est-à-dire que perdre aussi l'idée reçue que en sortant du médecin, on doit avoir une ordonnance avec un médicament. Ça fait une partie du chemin, mais pas l'intégralité. Merci Mathis pour nous avoir apporté toutes ces explications. On évoquait la dernière fois aussi la grande consultation de santé. Est-ce qu'elle concerne également les sujets médicaments ? Pour remettre juste le contexte, le Shift a sorti en mars 2026 une grande consultation destinée aux médecins, aux infirmiers et aux pharmaciens, pour qu'ils partagent leurs besoins, leurs avis, ou en tout cas leur positionnement sur le sujet du climat. Et dedans, dans cette grande consultation, il y a forcément des questions qui concernent les produits de santé. Et donc, on vous invite, si vous êtes médecin, pharmacien ou infirmier, à répondre à cette grande consultation, ou si vous en connaissez, à la diffuser à ces personnes-là jusqu'à septembre 2026, date à partir de laquelle nous fermerons les réponses. Merci Mathis pour toutes ces explications qui nous montrent qu'il est possible d'agir. Et agir, c'est aussi rester en bonne santé et donc réduire nos besoins en médicaments, tu viens de le dire. On attend avec impatience les résultats de cette grande consultation et de la suite de vos travaux pour voir comment agir sur la santé dans son ensemble, au-delà de l'aspect industriel et de sa décarbonation essentielle.
Pour garder aussi tout votre esprit clair et ne pas avoir besoin d'autres substances, vous pouvez réécouter l'épisode consacré aux dispositifs médicaux. Et l'ensemble de ce focus sur la décarbonation des industries de la santé s'inscrit dans les propositions du plan robuste pour l'économie française proposé par le Shift Project. Et très bientôt, nous vous présenterons dans de prochains épisodes l'intégralité de ce PREF. Le podcast Time to Shift est réalisé par les Shifters, les bénévoles du Shift Project. Ce think tank, présidé par Jean-Marc Jancovici, a un objectif: faire progresser le débat et les actions pour une économie post-carbone. Un monde libéré des énergies fossiles et préservé du changement climatique. À très bientôt pour toujours plus de Shift.